donner quelques informations sur Plancton. D'abord, je vais vous parler, avant de vous parler de science, je vais vous parler de la partie beauté et diversité, parce que c'est un extraordinaire écosystème. Et de son rôle aussi, qui est souvent ignoré, un rôle très important pour la biosphère en général. Donc j'ai fait pas toute ma carrière, mais une grande partie de ma carrière à la station marine de Villefranche-sur-Mer, qui est vraiment une station célèbre pour ses contributions sur le plancton, parce que tout près de la baie de Villefranche-sur-Mer, il y a un courant, le courant Ligure, et c'est très profond en fait, déjà à la sortie de la baie de Villefranche, et qui agit en fait comme une espèce de réceptacle du plancton. Donc les laboratoires au monde dans lesquels on peut collecter des espèces qui normalement vivent dans les courants marins à une assez grande distance des côtes sont disponibles très près d'un laboratoire en fait. Donc Villefranche a été vraiment une espèce de mecque du plancton depuis 1882 lors de sa fondation. Et on voit défiler les organismes qui sont ci-dessous, des siphonophores, des mollusques, tout un tas d'animaux gélatineux en particulier, qui sont magnifiques et qui ont des saisons. Ils arrivent, par exemple les vélènes, certains d'entre vous, surtout les navigateurs, ceux qui ont fait du voilier, ont pu voir ces petits voiliers bleus. Quand on est sur un voilier, on les perçoit souvent. Mais ils arrivent toujours en avril ou mai. En général, c'est la fin des blooms du plancton, du moins en Méditerranée. L'année dernière, il y en avait des mètres et des mètres le long des plages. En Italie, ça a fait les grands titres des journaux à cause de ça. Alors, c'est un écosystème extrêmement diversifié. Ici, il y a à peu près 250 types de plancton représentés, qui comprend de très grands animaux, en fait, comme les méduses. Certaines méduses, avec leurs filaments, peuvent faire jusqu'à 10 mètres de longueur, des filaments extrêmement longs. Et surtout des organismes microscopiques, depuis des bactéries jusqu'à des unicellulaires qui ont des cellules qui ont des noyaux, comme nos propres cellules, donc nous sommes les descendants de ces cellules, qu'on appelle des eucaryotes. Et le mot plancton vient d'un mot grec qui veut dire dériver, flotter. En fait, plancton, c'est vraiment un terme très lâche qui définit tout ce qui flotte, tout ce qui est passif dans les courants. Bon, les animaux peuvent nager à l'intérieur des courants, mais ils ne peuvent pas s'en extraire. Un poisson, par exemple, pendant toute sa vie larvaire, va être dans le plancton. Il n'est pas capable, il n'a pas la force de s'extraire des courants, mais dès qu'il est assez costaud pour s'extraire, il ne fait plus partie du plancton. Donc c'est une définition assez lâche, un peu fourre-tout, on doit dire. Alors, évidemment, on peut... En général, les gens pensent plancton, oui, ces petits organismes que les baleines mangent, mais c'est beaucoup plus que ça. D'abord, il faut réaliser que ce qu'on voit dans les océans, les poissons, les baleines, etc., ne représente qu'un petit 2% de la biomasse. Ce qu'on ne voit pas, ou qui est très difficile à voir, ce qui est transparent, comme les méduses, représente grosso modo 98% de la biomasse océanique. Donc c'est vraiment le vivant est quasiment invisible dans l'océan. C'est la base de la chaîne alimentaire, évidemment, puisque les plus gros mangent les plus petits, mais pas nécessairement. Il y a des choses bizarres dans la chaîne alimentaire, il y a des courts-circuits entre différents types d'organismes, c'est une chaîne très complexe, mais tout se nourrit finalement des bactéries et des tout petits organismes qui sont dans les océans. Et aussi, quelque chose que les gens ne réalisent pas, c'est qu'on est extrêmement dépendant du plancton à travers les hydrocarbures. En fait, le pétrole, c'est du plancton ancien qui est mort, qui est tombé au fond des océans, qui a été travaillé par les bactéries dans cette matière noire qu'on met dans nos voitures pour faire marcher les moteurs. Donc c'est de l'ancien plancton. Et puis on est dépendant du plancton aussi pour d'autres choses. Le phytoplancton produit à peu près la moitié de l'oxygène
Et au début, il a produit tout l'oxygène, puisqu'au début, il n'y avait pas les animaux. Les terres ont été colonisées il y a seulement 500 millions d'années. Il y avait de la vie depuis plus de 4 milliards d'années, probablement. Et aussi, il joue un rôle, et c'est peut-être ce qui peut sensibiliser les gens le mieux au plancton, c'est le fait qu'il absorbe au moins un tiers du CO2 atmosphérique. Et à travers ça, évidemment, c'est un grand régulateur du climat, parce qu'on doit beaucoup au plancton, particulièrement depuis que l'homme envoie beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Une grande partie de ce CO2, c'est une chance pour nous, est captée par le phytoplancton pour faire de la matière organique. C'est la photosynthèse. L'autre aspect qui est très intéressant au niveau plancton, c'est l'aspect évolutif. Au début, évidemment, des premières cellules, on pense vers, on ne sait pas exactement, entre 3 et 4 milliards d'années sur Terre, peut-être même plus. Peut-être que c'est venu de l'espace, on ne sait pas. Et au début, il n'y avait que des bactéries et des archées, ici en gris et blanc. Et puis après, petit à petit, sont venues des cellules plus complexes, les eucaryotes, je l'ai mentionné tout à l'heure, donc tout un tas de protistes, qu'on appelle des protistes, des algues, des diatomées sont apparus. Et puis finalement, les animaux sont nés dans l'océan aussi. Les premiers animaux, on pense éponges, méduses, ce genre d'animaux. Et puis ensuite, l'arbre du vivant. Et ce qui est intéressant, c'est que le plancton, en fait, comprend toutes les branches de l'arbre du vivant, à part les plantes terrestres. Mais il y a des représentants de toutes les autres. Donc c'est l'écosystème le plus complexe sur la planète, et de loin. Énormément de formes de vie différentes. Et beaucoup de choses, on ne pense pas, par exemple, qu'une moule ou qu'une huître fait partie du plancton, mais en fait, elle passe toute sa vie larvaire dans le plancton. Les larves font partie du plancton, ils suivent les courants. C'est une façon de disséminer la vie sur des côtes plus lointaines. Et donc, tous ces organismes, les crabes, qui sont sur les fonds marins, à un moment, et particulièrement dans la vie larvaire, au début de la vie, sont dans le plancton pendant une semaine, un mois, 2 mois, ça dépend des organismes. Et ils servent de nourriture, évidemment, pour beaucoup d'autres organismes. Alors, je vais vous passer quelques vues du plancton, celles qui sont plus familières, les méduses. Sachant que la plupart des méduses sont microscopiques, on ne les voit pas. Beaucoup de méduses font de l'ordre du millimètre ou de quelques millimètres. Ça, c'est une petite méduse qu'on appelle une méduse immortelle. Il y a aussi de très beaux organismes, qui sont des cténophores, qui se déplacent avec des palettes qui, en fait, ont des iridescences. On commence à les voir dans les films, dans pas mal de films animaliers sur les organismes marins. Et puis il y a des adaptations très intéressantes, comme par exemple ce qu'on appelle la phronime. Pardon, question. Oui. Juste une question technique. C'est le reflet de l'éclairage du caméraman, ce qu'on voit, ou c'est... Oui, c'est la diffraction de la lumière, en fait. C'est pas émis par l'animal. Voilà, par des espèces de petits prismes. Qui sont des palettes que l'organisme utilise pour se déplacer. Excusez-moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous pouvez nous indiquer la taille, les dimensions de ces... J'ai mentionné, par exemple, pour les méduses, on pense généralement que les méduses sont d'une certaine taille visible. J'ai mentionné, certaines méduses peuvent faire jusqu'à 2 mètres de diamètre. Dans la mer de Chine, il y a d'énormes méduses. Mais il y en a qui font 1 millimètre ou même moins d'1 millimètre. Donc c'est très difficile de donner une taille pour une méduse, par exemple. Alors pour une phronime, bon, ça peut faire, on en a à Villefranche, dans la baie de Villefranche, on en collecte au printemps particulièrement, ça peut faire un demi-centimètre à plusieurs centimètres, ça dépend des espèces. Voilà. Et ce sont des crustacés qui sont planctoniques, contrairement aux crabes par exemple ou aux homards, ils ne vivent pas sur les fonds marins, ils vivent dans le plancton. Et ils ont développé des adaptations à la vie planctonique. Par exemple, ils ont, oui, les 4 points rouges, c'est 4 rétines, ils ont 4 yeux. Pour voir à 360 degrés, puisqu'ils tourbillonnent, et ils se fabriquent des tonneaux dans lesquels ils vivent, et ils déposent leurs petits. Ce qui est très rare, parce qu'en général, les crustacés ne s'occupent pas de leurs petits, ils les pondent, et puis ils s'en vont, et ni vu ni connu. Tandis que dans cette adaptation-là, ils s'occupent des petits dans leurs tonneaux. Voilà. Donc il y a beaucoup d'adaptations à la vie planctonique. Ça, c'est alien aussi.
Et puis alors évidemment il y a un monde extrêmement extraordinaire, on doit dire, qui était d'ailleurs plus connu au début du XXe siècle que maintenant, parce qu'un biologiste qui s'appelle Haeckel, dont vous avez peut-être entendu parler, a fait un travail d'art et de science extraordinaire, a décrit tous ces organismes, en particulier les radiolaires, qui sont en fait des cellules uniques. Certaines peuvent faire jusqu'au millimètre, d'autres sont vraiment minuscules, peuvent faire peut-être 10 microns, sont des organismes qui ont déjà tout un comportement. C'est-à-dire, bien qu'ils soient qu'une seule cellule, il y a tout un comportement, comme les paramécies par exemple, c'est la même sorte de sophistication. Et puis il y a des organismes qui sont extrêmement efficaces pour faire la photosynthèse. Ici par exemple une diatomée que j'ai photographiée au Japon. C'est marrant que je suis tombé sur des éventails. Et là il y a toute une série de diatomées qui sont agglutinées les unes aux autres. Et ce que vous voyez en jaune, c'est la partie qui capte l'énergie lumineuse pour faire la photosynthèse. Alors là, je pourrais vous en passer énormément. Et des foraminifères qui sont aussi des organismes très intéressants. Très souvent, du sable sur les plages, sur certaines plages, c'est les coques calciques de ces foraminifères. Et c'est très utilisé aussi dans certaines industries, par exemple l'industrie pétrolifère, on peut dire d'où vient un pétrole, par exemple, en regardant, par exemple, ces microfossiles. Donc, qui sont comme des signatures. Alors, si vous voulez en savoir plus, j'ai inspiré par l'expédition Tara Océan, j'ai écrit un livre avec beaucoup de ces organismes. Puis j'ai un site aussi qui a des petites histoires en vidéo sur ces différents types d'organismes qui s'appelle Chronique du plancton. Donc, et puis ces dernières années, j'ai eu la chance de participer à des expositions. Il y en avait une récemment, l'année dernière, à la Fondation Cartier. Parce que c'est vrai que beaucoup de ces organismes ont une beauté extraordinaire. Et comme les gens ne les ont pas vus, c'est comme un bestiaire, un nouveau bestiaire. Voilà. Alors je vais vous passer, parce que tout ça, ça bouge, c'est vivant. Donc, je vais vous passer le document, en fait, qui est le document qui a permis au plus de gens de voir notre travail sur le plancton et de découvrir la beauté de ces organismes. C'est en fait deux musiciens, Gérald et Anthony, qui ont fait une espèce de valse. Je ne sais pas si vous entendrez le son, parce que ça va sortir peut-être seulement de mon ordinateur, mais je vais commenter de quels organismes il s'agit. Il y a un micro dessus. Donner quelques informations sur plancton. D'abord, je vais vous parler, avant de vous parler de science, je vais vous parler de la partie beauté et diversité, parce que c'est un extraordinaire écosystème. Et de son rôle aussi, qui est souvent ignoré, un rôle très important pour la biosphère en général. Donc j'ai fait pas toute ma carrière, mais une grande partie de ma carrière à la station marine de Villefranche-sur-Mer, qui est vraiment une station célèbre pour ses contributions sur le plancton, parce que tout près de la baie de Villefranche-sur-Mer, il y a le courant Ligure, et c'est très profond en fait, déjà à la sortie de la baie de Villefranche, et qui agit en fait comme une espèce de réceptacle du plancton. Donc les laboratoires au monde dans lesquels on peut collecter des espèces qui normalement vivent dans les courants marins à une assez grande distance des côtes sont disponibles très près d'un laboratoire en fait. Donc Villefranche a été vraiment une espèce de mecque du plancton depuis 1882 lors de sa fondation. Et on voit défiler les organismes qui sont ci-dessous, des siphonophores, des mollusques, tout un tas d'animaux gélatineux en particulier, qui sont magnifiques et qui ont des saisons. Ils arrivent, par exemple les vélèles, certains d'entre vous, surtout les navigateurs, ceux qui ont fait du voilier, ont pu voir ces
ces petits voiliers bleus. Quand on est sur un voilier, on les perçoit souvent. Ils arrivent toujours en avril ou mai. En général, c'est la fin des blooms du plancton, du moins en Méditerranée. L'année dernière, il y en avait des mètres et des mètres le long des plages. En Italie, ça a fait les grands titres des journaux à cause de ça. Alors c'est un écosystème extrêmement diversifié. Ici, il y a à peu près 250 types de plancton représentés, qui comprend de très grands animaux, en fait, comme les méduses. Certaines méduses, avec leur filament, peuvent faire jusqu'à 10 mètres de longueur, des filaments extrêmement longs. Et surtout des organismes microscopiques, depuis des bactéries jusqu'à des unicellulaires qui ont des cellules qui ont des noyaux, comme nos propres cellules, donc nous sommes les descendants de ces cellules, qu'on appelle des eucaryotes. Et le mot plancton vient d'un mot grec qui veut dire dériver, flotter. En fait, plancton, c'est vraiment un terme très lâche qui définit tout ce qui flotte, tout ce qui est passif dans les courants. Bon, les animaux peuvent nager à l'intérieur des courants, mais ils ne peuvent pas s'en extraire. Un poisson, par exemple, pendant toute sa vie larvaire, va être dans le plancton. Il n'est pas capable, il n'a pas la force de s'extraire des courants, mais dès qu'il est assez costaud pour s'extraire, il ne fait plus partie du plancton. Donc c'est une définition assez lâche, un peu fourre-tout, on doit dire. Alors, évidemment, on peut... En général, les gens pensent plancton, oui, ces petits organismes que les baleines mangent, mais c'est beaucoup plus que ça. D'abord, il faut réaliser que ce qu'on voit dans les océans, les poissons, les baleines, etc., ne représente qu'un petit 2% de la biomasse. Ce qu'on ne voit pas, ou qui est très difficile à voir, ce qui est transparent, comme les méduses, représente grosso modo 98% de la biomasse océanique. Donc c'est vraiment le vivant est quasiment invisible dans l'océan. C'est la base de la chaîne alimentaire, évidemment, puisque les plus gros mangent les plus petits, mais pas nécessairement. Il y a des choses bizarres dans la chaîne alimentaire. Il y a des courts-circuits entre différents types d'organismes. C'est une chaîne très complexe. Mais tout se nourrit finalement des bactéries et des tout petits organismes qui sont dans les océans. Et aussi quelque chose que les gens ne réalisent pas, c'est qu'on est extrêmement dépendant du plancton à travers les hydrocarbures. En fait, le pétrole, c'est du plancton ancien qui est mort, qui est tombé au fond des océans, qui a été travaillé par les bactéries dans cette matière noire qu'on met dans nos voitures pour faire marcher les moteurs. Donc c'est de l'ancien plancton. Et puis on est dépendant du plancton aussi pour d'autres choses. Le phytoplancton produit à peu près la moitié de l'oxygène. Et au début, il a produit tout l'oxygène, puisque au début, il n'y avait pas les animaux. Les terres ont été colonisées il y a seulement 500 millions d'années. Il y avait de la vie depuis plus de 4 milliards d'années, probablement. Et aussi, il joue un rôle, et c'est peut-être ce qui peut sensibiliser les gens le mieux au plancton, c'est le fait qu'il absorbe au moins un tiers du CO2 atmosphérique, de génomique et d'imagerie automatisée, qui sont... Pour des biologistes solitaires, ce sont des outils qu'on emploie de façon courante, mais pour les gens qui travaillaient dans ce domaine de plancton, c'est pas un domaine qui était vraiment armé pour utiliser ces moyens. Donc, il y a 10 ans exactement, on a cette première réunion à Villefranche de gens qu'on a réussi à agréger autour de ce projet, qui ont décidé de prendre tous un certain risque, parce qu'on n'avait pas de financement particulier, simplement enthousiastes. Et petit à petit, on a réussi à agréger des gens avec des compétences très différentes, des généticiens, des océanographes, des gens qui normalement ne se parlent pas, parce que ce sont des langages différents, ce sont des disciplines complètement différentes. Petit à petit, on a réussi à agréger une vingtaine de coordinateurs scientifiques, avec chacun leur responsabilité. Et puis des gens qui ont été d'un support très important au niveau technique aussi, de bons ingénieurs, qui ont modifié le bateau pour le rendre adapté à la collecte du plancton. Et avec le support modeste, je dois dire, du CNRS, de TARA, de la Fondation TARA, de laboratoire de biologie moléculaire européen, le MBL, du CEA, parce qu'il
Il fallait une puissance de feu importante pour faire les analyses de séquences. Et puis de quelques autres partenaires, amenés par les uns, par les autres, et par la Fondation Tara, on a réussi à démarrer ce projet. Et je pense que Laurent vous en parlera. Et comme je le disais, de remettre un peu science et aventure ensemble, parce que cette tradition des voyages au long cours, expéditions scientifiques au long cours, s'est perdue. Les flottes océanographiques sont mises à la disposition d'une importante communauté de scientifiques qui ne peuvent pas mobiliser les bateaux pour de longs voyages. Donc ils disent on va aller sur ce site pendant un mois, présenter des projets, mais l'idée de faire quelque chose de global était très difficile à envisager pour les communautés scientifiques des pays qui ont des flottes océanographiques. Donc on est parti sur une idée simple, pas trop de préjugés, surtout Eric Carcentier et moi-même qui étions pas du tout du domaine. L'idée c'était de collecter tous les organismes dans la colonne d'eau avec les paramètres de l'environnement et dans tous les océans. Donc on a développé des protocoles pour faire ce genre de travail. Petit à petit, ça nous a pris une période de 2 mois pour que les protocoles soient à peu près stabilisés. Et du coup, on a parcouru 115 000 km et on a choisi, selon ce que disaient nos collègues océanographes, 210 sites et on a collecté à 3 profondeurs. Et dans des zones intéressantes, des zones qui sont en voie d'acidification, qui sont déjà acidifiées, des zones pauvres en oxygène, des tourbillons, des remontées, des courants, de façon à avoir une espèce d'échantillonnage du type de... Parce qu'on pense à la mer est homogène, mais la mer n'est pas du tout homogène. Il y a des tourbillons, il y a des remontées, il y a tout un tas de géographie de la mer. Voilà, et le bateau a été modifié en conséquence. La plupart des gens se sont un peu moqués de nous au début, on doit dire, parce qu'ils se sont dit avec un petit bateau comme ça, vous arrivez à rien faire, etc. En fait, on a toujours pu l'échantillonner et fait relativement un bon travail d'échantillonnage. Ça, c'était, je pense, une surprise pour la communauté océanographique qui faisait toujours des plus gros bateaux pour pouvoir faire mieux, etc. Mais en fait, avec des moyens relativement modestes, on a pu faire un travail quand même assez soigné. Voilà, je vais passer Une précision, c'est tous les organismes, tous, y compris l'ERCIN, ou tous les organismes planctoniques. J'ai dit tout à l'heure que la définition des planctons est floue. Un petit poisson, ça fait partie des planctons. Un gros poisson, ça fait plus partie des planctons. Mais là, il s'agissait de tout prendre ou de prendre que ce qui était dans le plancton? Tout plancton. Oui, le plancton. On n'a pas essayé de s'attaquer aux gros qui vont trop vite. Donc, ni l'ERCIN, Ils sont très étudiés d'ailleurs. Ni les plongeurs de la COMEX. Non, vous allez laisser tranquille. On aurait pu faire peut-être mieux sur les méduses en particulier, mais ça demandait d'autres moyens. Mais en fait, il se trouve que sur les filtres de bactéries, par exemple, pour collecter les bactéries ou les virus, il y a les signatures des méduses. Donc en fait, on les a aussi. C'était une bonne surprise.